Très bien. Alors, نكملوا وين حبسنا la dernière fois. D'accord. Bien. La dernière fois, on s'est arrêté que la colonne de distillation, c'est ça. Oui ou non? Nam? Oui, Très bien. Alors, est-ce que c'est compris pour les grandeurs qu'on doit contrôler et avec quelle grandeur? Ça veut dire les grandeurs réglantes. Alors, je vais essayer de récapituler rapidement. D'accord? Alors, on a traité la dernière fois deux exemples. Alors, ces deux exemples, c'est c'est généralement des instruments qu'on va trouver dans tout type de procédé, d'accord? À savoir le séparateur flash, ou parfois ce que vous avez l'habitude d'appeler un ballon flash, et une colonne à distiller. Et tout le monde sait qu'on peut utiliser on va trouver une colonne à distiller ou bien une colonne de distillation dans tout type d'industrie, telle que le raffinage du pétrole, telle que la distillation de l'air pour séparer l'oxygène de l'azote. Euh, alors, pour différents procédés où on désire séparer un mélange constituant de deux, voire trois, plusieurs constituants. Alors, il y a le plus simple, bien sûr, on va parler dans le cas le plus général, dans une boucle, pardon, dans une colonne de distillation. Alors, il est impératif de contrôler quatre grandeurs, d'accord. Les deux premières grandeurs, ce sont le niveau, c'est-à-dire le taux de remplissage du rebouilleur et du réservoir et du réservoir de reflux, d'accord. Les deux autres grandeurs qu'on doit contrôler sont la concentration à la base et à la tête de la colonne, ça veut dire en bas et en haut. D'accord, il faut toujours contrôler les concentrations. Comment on arrive à contrôler déjà les concentrations en haut de colonne et à la base? C'est tout simplement grâce au débit de vapeur de liquide à l'intérieur de la colonne. Alors, on va utiliser comme grandeur réglante le débit de vapeur et du liquide. Alors, bien sûr, le débit de vapeur en haut de colonne et le débit du liquide en bas de colonne. Maintenant, pour le contrôle des niveaux du rebouilleur et le réservoir de reflux, alors euh, il faut utiliser comme grandeur réglante le débit de la sortie et de la tête de la base colonne pour maintenir les niveaux constants. D'accord. Alors, pour passer à la suite, je préfère attendre la fin de l'Aden. Très bien, alors je vais continuer maintenant. Je vais entamer ce qu'on appelle le mode de régulation. Essayez de suivre parce que relativement, c'est simple. Je vais vous donner du moins l'essentiel du mode. D'accord. Alors, on a deux modes de régulation. Le premier mode, c'est ce qu'on appelle le mode de régulation à action anticipée. Et le deuxième mode, c'est le mode de régulation à rétroaction. On va commencer par le premier mode, à savoir la régulation à action anticipée. Alors déjà, comme son nom l'indique, déjà le verbe anticiper veut dire quoi? Quelqu'un peut me répondre? Allô? 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 madame.
Oui, écoutez, oui ou non? Madame. Oui, je vous entends. Non. Ah, c'est pénible, là. Vous m'écoutez? Oui, madame, elle تروح وتجي la connexion. Oui, parce qu'on a parce qu'il y a un certain bruit qui fait qu'il y a une mauvaise connexion. Maintenant, je crois que c'est mieux. Oui. Ah. Allô? 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 Oui, Oui, madame. madame. Ah, très bien. Très bien. Alors, je vais continuer. Je vais poser cette question. Alors, la régulation à action anticipée. Alors, mais comme le titre l'indique, alors c'est une action anticipée. Alors, le verbe anticiper veut dire quoi? C'est que on anticipe l'action de la régulation. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Alors, pour comprendre la régulation à action anticipée. Alors, vous avez l'habitude de prendre, d'accord, le chemin on va dire, de la maison à l'université, d'accord. Alors, vous démarrez d'un point A, un point B, d'accord. A, c'est votre lieu, le domicile, et B, c'est l'université. Alors, habituellement, vous allez prendre des chemins, bien sûr, différents, hein, chacun selon son le lieu d'habitation, bien le domicile. Alors, on va dire que pour la même région, hein, de la région A à B, alors on peut emprunter deux, trois, voire trois chemins différents. D'accord. Alors, idéalement, tout le monde préfère prendre le chemin numéro A. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il est bon, peu plus court, il y a pas d'embouteillage dedans. Alors, tout le monde préfère prendre le premier chemin. D'accord. Alors maintenant, on va dire que on a deux personnes qui empruntent généralement le même chemin. Alors, la première personne a vu le trafic routier le soir et elle a vu que demain, il y a des travaux dans ce tronçon de route, d'accord? Et elle va être fermée pendant toute la matinée, on va dire, d'accord? La deuxième personne ne va pas consulter le trafic. Alors, comment va réagir la première personne et comment va réagir la deuxième personne? Alors, pour la première personne, sachant qu'elle a eu l'information que sa route va être fermée, alors automatiquement, elle va anticiper, elle va prendre une autre décision et elle va, dès, dès qu'elle sort de sa maison, elle va prendre le deuxième, voire le troisième chemin. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle sait que le premier chemin il va être fermé. D'accord. La deuxième personne qui n'a pas consulté le trafic, elle va prendre, comme à son habitude, le premier chemin. Elle va le prendre et puis elle va arriver au point où il va être fermé. Elle va faire demi-tour. En fin de compte, elle va perdre beaucoup de temps et reprendre le deuxième ou bien le troisième chemin. Alors, la différence entre la première et la deuxième personne, c'est quoi? C'est tout simplement que la première personne, elle avait l'information, c'est-à-dire elle a réagi au préalable, d'accord, parce qu'elle avait l'information, elle a réagi dès sa sortie de son domicile, elle a pris le deuxième chemin, tandis que la deuxième personne n'a pas eu l'information, elle était obligée de prendre son chemin habituel et elle a été confrontée à un problème, elle a fait demi-tour. Alors, on va dire pour la première personne, elle a anticipé. Pourquoi? Parce elle avait su qu'il y avait un problème dans son chemin, à l'inverse de la deuxième personne. Alors, la même chose. Dans quel cas on parle de régulation à action anticipée? Alors,
En termes, je vais vous lire maintenant ce que vous voyez, mais en termes très simples. Alors, pour utiliser le mode de régulation à action anticipée, il faut au préalable connaître l'effet de la perturbation sur le procédé et on va agir en amont pour anticiper ces perturbations. D'accord. Alors, ici, il faut avoir cette information, c'est indispensable. Il faut connaître impérativement l'effet des perturbations sur le procédé. Et comme on connaît l'effet des perturbations, on peut agir au préalable. D'accord. Ça veut dire on corrige l'erreur avant qu'elle arrive, parce qu'on connaît l'effet de la perturbation sur le procédé. Dans le cas contraire, et c'est la réalité industrielle en sa majorité, alors tant qu'on ne connaît pas l'effet ou bien des perturbations sur le procédé, on ne pourra pas agir, on ne pourra pas corriger les perturbations avant qu'elles arrivent. On serait obligé d'attendre de voir l'effet de la perturbation sur le procédé et puis agir après. On corrige après avoir subi la perturbation. Alors, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Allô? Allô? Oui, madame. Très bien. Alors, est-ce que les clairs, j'ai essayé de donner des exemples simples. Je vais essayer de récapituler pour les gens qui ont une mauvaise connexion, là, des quelques coupures, parce que c'est indispensable. Il faut avoir juste les deux définitions en main, c'est tout. D'accord. OK. Alors, le premier mode de régulation, c'est ce qu'on appelle la régulation à action anticipée. Alors, dans déjà le nom de la régulation, on trouve le mot anticiper. On doit anticiper. Quand est-ce que je peux anticiper? C'est quand j'ai des informations en main. Si vous n'avez pas certaines informations, on ne pourra pas anticiper. Jamais. D'accord? Comme l'exemple que je viens de citer. Ça n'a rien à voir avec la régulation, mais juste pour vous montrer dans quel cas on peut anticiper. Alors, le premier mode, c'est l'action anticipée. On connaît, en termes très simples, on connaît l'effet de ou bien les perturbations sur le procédé. On peut agir en amont. Ça veut dire quoi en amont? Avant que la perturbation arrive, on va agir pour la corriger. Dans le cas contraire, d'accord, oui, et je souligne, bon, le cas le plus général, c'est on ne connaît pas l'effet des perturbations sur le procédé avant qu'elle n'arrive. Alors, vous serez obligé d'attendre que la perturbation arrive, elle va impacter le procédé et puis vous allez procéder à sa correction. C'est le deuxième mode qu'on appelle c'est la rétroaction. Je vais expliquer juste après. Alors, pour réguler un procédé, sans attendre qu'une erreur se produise au préalable, en avant. Alors, il faut corriger ces perturbations qui causeraient l'apparition d'une erreur dans le procédé. Alors, c'est quoi l'erreur? Ça va être tout simplement la différence entre la mesure, d'accord, et la consigne. La consigne, c'est la valeur qu'on veut avoir en permanence et la mesure, c'est réellement ce qu'on a dans un moment bien défini. D'accord? Alors, c'est ce qu'on appelle régulation par commande prédictive. On prédit pourquoi? Parce qu'on connaît l'effet des perturbations. Alors, la régulation par commande prédictive est rarement utilisée seule, mais on l'intègre dans la régulation par rétroaction, ça veut dire avec le deuxième mode, pour améliorer la réponse de la régulation aux perturbations subies par le procédé. Le point qu'on doit retenir, le premier point, j'espère que c'est clair pour vous. D'abord, on doit connaître l'effet de la perturbation sur le procédé pour qu'on puisse agir en amont. Le deuxième point, c'est que, alors, généralement, ce mode de régulation n'est pas utilisé seul. Alors, on va l'utiliser, mais il va être accompagné du deuxième type. D'accord. Pourquoi? Parce que dans la réalité, généralement, parfois, on connaît l'effet d'une perturbation sur le procédé, mais on ignore l'effet d'une autre perturbation sur le même procédé. Alors, on va l'utiliser parce on connaît une des perturbations, mais on ne connaît pas les autres. Alors, pour celles que vous connaissez l'effet, on peut utiliser l'action anticipée, mais il faut incorporer le deuxième mode pour les autres perturbations qu'on ne connaît pas leur effet sur le procédé.
Alors, ce système de commande n'est efficace que si l'on connaît les effets de la perturbation. On anticipe, ça c'est ce que je viens de dire, hein, on anticipe sur les réactions du système en les corrigeant à l'avance. On a l'information à l'avance, on les corrige. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'attendre que la perturbation agisse. On la corrige au préalable. C'est le premier mode de régulation. Maintenant, on va voir le deuxième mode de régulation, c'est le mode c'est le mode de régulation avec rétroaction. S'il vous plaît, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce clair? Oui, madame, c'est clair. نعم ما سمعتكش بلاك. C'est clair, très bien. Alors, on passe au deuxième type de régulation, c'est la rétroaction. Alors, bien sûr, hein, si vous avez compris le mode le premier mode de régulation, à savoir l'anticiper, automatiquement, on peut deviner que dans ce cas-là, on ne connaît pas l'effet des perturbations sur le procédé. Alors, comment on va procéder? On est obligé d'attendre que la perturbation arrive et puis on va la corriger. C'est pour ça qu'on l'appelle la rétroaction. Déjà, quand on découpe, vous avez la rétroaction. C'est l'action, ça veut dire quoi rétroaction? L'action de retour. Ça veut dire on attend que la perturbation agisse et puis vous allez faire le chemin pour fermer, pour corriger cette erreur. On est obligé d'attendre que la perturbation arrive, d'accord, agit sur le procédé. Ça veut dire que vous avez un signal d'erreur, d'accord, une différence entre la consigne et la mesure. Après, il faut agir, d'accord. Alors, ce mode est caractérisé par le retour, c'est pour ça qu'on l'appelle la rétroaction, par le retour du signal mesuré de la sortie à l'entrée du système. L'information se déplace de façon rétrograde par rapport au procédé. C'est la définition de la rétroaction. Alors, la correction s'effectue dans le sens contraire de l'erreur. Alors, c'est normal, hein, toujours la correction, d'accord, le signal de correction qui sort du régulateur est dans le sens contraire de l'erreur. C'est normal, pourquoi? Parce que le but, on veut éliminer, et idéalement, on veut éliminer l'écart. C'est pour ça qu'il est dans le sens contraire. S'ils sont dans le même sens, ça veut dire que vous allez aggraver l'erreur, d'accord? Toujours, la correction s'effectue dans le sens inverse de l'erreur pour qu'on puisse les corriger, voire les éliminer si c'est possible. Alors, une erreur doit se manifester avant que s'applique une correction. C'est la correction est rétroactive. Évidemment, à la différence du premier mode, il faut d'abord attendre que l'erreur se présente. Ça veut dire quoi? La perturbation va agir sur le procédé et puis corriger au préalable. Je vais maintenant vous montrer, s'il vous plaît, un graphique. Je vais vous laisser le soin de le regarder 30 secondes, voire une minute. Et puis, vous allez me dire qu'est-ce que vous constatez. D'accord? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous regardez, s'il vous plaît? M'écoutez? Allô, allô? 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 Oui, madame. Allô? Oui, madame, oui. Très bien, vous m'écoutez, même si vous ne répondez pas. Oui, madame, Très bien. maintenant. Alors là, je vais vous expliquer. Alors, c'est juste pour schématiser le mode de régulation. Maintenant, si je dois retenir
quelque chose. Oui? Allô, oui? Alors, s'il vous plaît, si vous devez retenir quelque chose concernant le mode de régulation, alors au minimum, je dois garder deux choses. C'est que vous avez deux modes de régulation. Le premier mode, c'est l'anticipé. Le deuxième mode, c'est la rétroaction. Le premier mode, on connaît l'effet de la perturbation sur le procédé. On agit au préalable. Ça veut dire on n'est pas obligé d'attendre l'erreur qu'elle se produise et puis la corriger. Dans le deuxième mode, c'est l'inverse, c'est la rétroaction. Alors, on ne connaît pas l'effet de la perturbation ou bien des perturbations sur le procédé. On est obligé d'attendre que l'erreur se produise, ça veut dire la perturbation va impacter le procédé, puis corriger après. D'accord. Ici, s'il vous plaît, vous avez toujours le même procédé, d'accord, schématisé avec deux couleurs différentes. D'accord. Alors, le but, s'il vous plaît, si on arrive à voir très bien, alors, on désire maintenir le liquide dans le bac à une température donnée, d'accord, à une température donnée, Fx. Alors, si je commence, s'il vous plaît, par le graphique en marron clair. Alors, on a une alimentation, ça veut dire on alimente le bac avec un liquide dont la température est portée à une température qu'on appelle TE, c'est la température d'entrée, d'accord? OK? Alors, maintenant, dites-moi si vous arrivez à voir le curseur sur le schéma. Oui ou non? Madame, moi, personnellement, oui. Ah, comme tu faut le curseur, s'il vous plaît. Oui, madame. Oui? Oui. Très bien. Alors, essayez de suivre le curseur. Alors, ici, s'il vous plaît, voilà. On a quoi? Un bac de stockage. D'accord. On voit qu'il est chauffé. D'accord. Le bac, il est chauffé. En même temps, il est agité. D'accord. Un bac chauffé, voilà la résistance, et agité en même temps. D'accord. Pourquoi on agite, s'il vous plaît? À votre avis, pourquoi idéalement quand on chauffe, on agite en même temps? Pour, euh, pour homogénéiser, madame, la température. Très bien, pour homogénéiser le profil de température. Ça veut dire pour avoir une température plus ou moins uniforme dans tout le bac. Parce que si vous chauffez sans agiter, vous allez avoir un profil de température qui diffère selon la hauteur. D'accord? C'est pour ça quand on agite, on va mieux répartir la température dans le bac de stockage. Alors, je vais continuer. Très bien, merci. Alors, on a un bac chauffé, agité. Alors, ce bac est alimenté avec un débit, avec un liquide dont la température est notée TE. D'accord. On alimente avec une température TE et on désire avoir une température bien précise dans le bac. D'accord. Alors, ici, s'il vous plaît, la consigne, c'est quoi? C'est toujours T0. On veut avoir une température dans le bac qui vaut T0. D'accord. On alimente avec un liquide dont la température est notée TE, température d'entrée, et on veut avoir toujours ici une température qui vaut T0. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le premier point, comme on a dit pour la boucle de régulation, si vous vous rappelez bien. Alors, parce que ce schéma du procédé est identique au schéma de la boucle de régulation. Hein. Sauf ici, on a le schéma du procédé et dans le schéma bloc, on avait des blocs. C'est le schéma bloc ou bien le schéma fonctionnel. Mais c'est la même chose, il faut retrouver les mêmes éléments. Vous vous rappelez ou pas? Parce que c'est indispensable. Hein. Je vais revenir rapidement parce que très bien, je reprends. Alors, c'est toujours ça, comment on l'a appelé? Le schéma bloc ou bien le schéma fonctionnel. Alors, ça, le schéma fonctionnel et le schéma que je viens de vous montrer sont identiques. Sauf ici, on a représenté le procédé avec des blocs. On l'appelle un schéma bloc ou bien un schéma fonctionnel parce qu'il va vous faciliter l'étude de la boucle de régulation. Et pour le schéma
pardon, c'est le schéma de la boucle de régulation. Il faut retrouver les mêmes éléments. Alors là, je reprends ce qu'on a fait la dernière fois parce qu'il faut faire toujours le lien. Alors, vous vous rappelez, qu'est-ce que j'ai dit pour le schéma fonctionnel? On commence par quelle flèche, s'il vous plaît? Rappelez-moi. Procédé, madame. Oui, bien sûr, on prend le procédé, mais on prend toujours la variable qu'on désire contrôler. Toujours. Est-ce que vous arrivez à voir le curseur du clavier? Alors, voilà, de la souris plutôt. Alors, on commence toujours, on prend la grandeur qu'on veut contrôler. C'est une grandeur de sortie ou bien une grandeur d'entrée? Une grandeur de sortie, hein, toujours. Hein. Là, voilà. Premier point, qu'est-ce qu'on fait? Je prends ma grandeur que je veux contrôler. Qu'est-ce qu'on fait? On mesure avec un capteur adéquat. D'accord? Alors, on mesure. Qu'est-ce qu'on fait? On va envoyer cette information. Ça veut dire la mesure, elle va être envoyée à cet outil-là qu'on appelle habituellement un sommateur qui sert à additionner ou bien un soustracteur dans le cas où il va soustraire des signaux. Pourquoi? Pour qu'on puisse comparer la mesure et la consigne. D'accord? On compare la mesure à la consigne. Automatiquement, vous allez avoir un signal d'erreur. Ça veut dire la différence qui va exister entre ce que vous avez réellement qui est la mesure et ce que vous voulez avoir qui est la consigne. Alors, ce signal d'erreur va être élaboré dans un algorithme, dans un régulateur. Alors, le rôle du régulateur, c'est d'élaborer un programme pour qu'il puisse éliminer l'erreur, l'écart qui existe entre la mesure et la consigne. Il va ordonner à l'actionneur de se positionner dans la position qui va amener la bonne grandeur, la bonne valeur de la grandeur réglante qui sert à amener la variable à contrôler à la consigne. D'accord. Je reprends maintenant le schéma de la boucle de régulation. D'accord. Et vous allez voir que c'est la même chose. Alors, regardez, qu'est-ce que je prends? Toujours, première étape, je mesure, d'accord? Parce que le but, qu'est-ce que vous voulez au final dans ce bac agité chauffé? Vous voulez toujours maintenir une température qui vaut T0. On veut maintenir une température dans le bac à une valeur notée T0. Alors, premier point, on mesure, d'accord? On mesure. Et puis, on compare la mesure avec la consigne, grâce à un sommateur, le voilà. Automatiquement, on va avoir un signal d'erreur. Le signal d'erreur correspond à la différence entre ce que vous avez réellement, c'est la mesure, et ce que vous voulez avoir, la consigne. Alors, ce signal d'erreur va être traité par un régulateur qui va élaborer un signal de correction, d'accord, et il va ordonner à la vanne de se positionner dans la position où elle va amener la mesure à la consigne, et ça se fait d'une manière continue. Alors, pour cette boucle-là, s'il vous plaît, alors, on peut dire que ce mode que je viens d'expliquer, correspond au mode à la rétroaction ou bien l'anticiper. Madame, rétroaction. Oui, pourquoi? Parce que vous voyez, ici, on doit d'abord mesurer, puis on compare avec la consigne et à voir l'erreur qui va être générée. D'accord, ça veut dire ici, je ne connais pas l'effet de la perturbation sur le procédé. Je suis obligé d'attendre que l'erreur se produise. Ça veut dire une différence qui va ça veut dire la perturbation va impacter la mesure et par conséquent, vous allez avoir toujours une différence entre la mesure et la consigne. D'accord. Dans le cas contraire, d'accord, ça veut dire quoi? Ici, s'il vous plaît, c'est la même chose, je ne vais pas réexpliquer, sauf qu'ici, on a éliminé la mesure. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, l'action anticipée, je suppose que je connais l'effet de la perturbation sur le procédé. Automatiquement, le régulateur va essayer d'éliminer l'erreur. Vous voyez,
vous avez l'erreur, l'écart, sans avoir la mesure. Pourquoi? Parce qu'on connaît l'effet de la perturbation sur le procédé. Automatiquement, directement, le régulateur va agir pour éliminer l'écart et au final, avoir une température dans le bac chauffé agité correspond à la consigne, à savoir T0. D'accord? Et ainsi, en conclusion, il faut savoir qu'il est plus facile de faire une boucle de régulation avec l'action anticipée qu'avec la rétroaction. Mais malheureusement, évidemment, ce type de mode ne peut être utilisé seul dans une boucle de régulation. D'accord? C'est bon ou pas? Madame, Oui, oui. madame, j'ai pas bien compris le schéma à l'action anticipée. Parlez plus fort. Vous n'avez pas compris l'action anticipée. Oui, madame. كما درتي في l'exemple تاع معليش هاد لو schéma. le schéma. Oui. Écoutez, c'est le même schéma, d'accord. Oui, Si oui, vous madame. voyez, Oui. vous avez les mêmes éléments, sauf ici, regardez, dans la rétroaction, vous êtes obligé de mesurer pour avoir l'erreur qui va être générée. Ça veut dire quoi? On a des perturbations, je suppose, on a juste schématisé la boucle de régulation. Dans ce cas précis, ça veut dire quoi? Je ne connais pas l'effet de la perturbation sur ce procédé, alors je suis obligé d'attendre les perturbations, d'attendre que les perturbations agissent. Après, je vais mesurer. Pourquoi je mesure? C'est pour quantifier, c'est pour voir l'effet de ces perturbations sur le procédé. D'accord? Et grâce à la mesure, je peux comparer la mesure à la consigne pour élaborer un bon signal de correction. D'accord? Dans le cas inverse, alors ici, s'il vous plaît, ça veut dire je ne suis pas obligé de mesurer. Je connais ici l'effet des perturbations en quelque sorte. Dire que je connais la température dans le bac parce que je connais l'effet de la perturbation. Ça veut dire pas besoin de passer par la case mesure pour comparer à la consigne et élaborer un signal. Ça veut dire le régulateur, il a déjà l'information de la mesure, il va directement agir selon cette mesure et la comparer avec la consigne pour élaborer la correction. D'accord, madame, merci. Alors, c'est pour ça qu'on dit que généralement, il ne peut être utilisé comme mode de régulation dans une boucle. Là. Parce que même si je connais l'effet d'une perturbation, je ne pourrais pas prédire l'effet de toutes les perturbations sur le procédé. C'est pour ça, elle peut être généralement, elle est accompagnée avec le deuxième mode. D'accord. Et dans l'industrie, généralement, vous allez trouver le deuxième mode, c'est la rétroaction, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, vous avez beaucoup d'interréactions entre les grandeurs et il faut les traiter simultanément, en même temps. D'accord? Alors, à partir de ce schéma de la boucle de régulation, d'accord, le schéma du procédé, je peux passer au schéma bloc pour que vous voyez que c'est la même chose. Alors, je reprends. Alors, mon procédé ici, normalement, qu'est-ce que je peux écrire? Normalement, j'écris un bac agité chauffé parce que maintenant, je peux identifier mon procédé. D'accord. Alors, comme grandeur d'entrée, vous avez la température de d'entrée, TE, et vous voulez contrôler la température T. D'accord. Alors, premier point, il faut d'abord mesurer. D'accord. Ça, c'est pour la rétroaction. D'accord. Alors, d'ailleurs, ça s'appelle la rétroaction, le retour pour qu'on puisse agir. D'accord. Le retour pour qu'on puisse agir. C'est une boucle fermée. Alors, on mesure avec un capteur adéquat. Dans ce cas-là, j'ai utilisé une sonde platine PT100. Vous pouvez utiliser un thermocouple. D'accord. Un capteur adéquat qui est capable d'être incorporé dans une boucle de régulation. Alors, on mesure avec une sonde platine et puis on va envoyer la mesure au sommateur. D'accord. Ici, on va faire quoi? On va comparer la consigne à la mesure. C'est pour ça que vous avez un plus et un moins. D'accord.
on compare la différence qui va être existée entre la mesure qu'on note habituellement T et la consigne. La valeur qu'on veut avoir, dans ce cas-là, c'était 0. Alors, automatiquement, ici, on va générer un signal qu'on appelle un signal d'erreur. Alors, le signal d'erreur, ce n'est que la différence entre la mesure et la consigne. L'erreur, c'est la différence entre ce que vous voulez avoir et ce que vous avez réellement. D'accord. Alors, ce signal d'erreur va être envoyé au régulateur et puis, selon la nature de cet écart-là, le régulateur va élaborer un signal de correction. Le voilà, d'accord, Naya. Vous avez un signal de correction et puis on va envoyer l'ordre à la vanne de se positionner dans, pour vous donner la bonne valeur de la grandeur réglante, d'accord, la voilà qui est une grandeur d'entrée pour le procédé, la grandeur réglante pour avoir toujours et ça se fait d'une manière d'une boucle fermée, c'est-à-dire que ça se fait en permanence, d'accord. Dès que vous avez un écart qui va être présent entre la mesure et la consigne, on va avoir toujours la même on va toujours avoir la même boucle. D'accord. Allez, voilà, on l'appelle schéma bloc, si vous avez des blocs, ou bien schéma fonctionnel, parce qu'il est plus simple d'étudier ce schéma-là que le schéma de la boucle, surtout pour plus tard, quand vous allez étudier la suite. D'accord. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit? Au lieu d'écrire le régulateur, qu'est-ce qu'il faut écrire ici? Au lieu d'écrire la vanne, qu'est-ce qu'on doit écrire? Vous vous rappelez ou pas? Allô? Allô? Oui, madame. Allô? Ah, d'accord. Est-ce que c'est clair? Alors, si vous vous rappelez bien ce que j'ai dit, alors pour faciliter l'étude, alors au lieu d'écrire le procédé, on va écrire quoi? Sa fonction de transfert. Au lieu d'écrire la vanne, on va écrire sa propre fonction de transfert. Même chose pour le régulateur, même chose pour le capteur. Alors, au lieu d'écrire tout ça, on remplace par les fonctions de transfert pour qu'on puisse étudier le système de contrôle. D'accord? Attendez. Alors, comment on définit, s'il vous plaît, le régulateur? Alors, le régulateur est un organe qui relie l'action correctrice R, d'accord, à l'objet de commande, dans le but d'éliminer l'écart qui existe entre la variable réglée et la consigne, c'est-à-dire entre la mesure et la consigne. Selon la loi de correction, on distingue deux types de régulation, la régulation tout ou rien et la régulation proportionnelle. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas mode de régulation, ce qu'on vient de voir, avec le type de régulation. D'accord? Ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi? C'est le mode de régulation et on a dit que vous avez deux modes, la rétroaction et l'action anticipée. Maintenant, on peut étudier le type de régulation, à savoir la régulation tout ou rien et la régulation proportionnelle. Et s'il vous plaît, on peut comprendre facilement, alors que celui qui va dicter le type de régulation, c'est le régulateur. Parce que selon la loi de correction que le régulateur va élaborer, on peut parler d'une régulation tout ou rien ou bien d'une régulation proportionnelle. Alors, dorénavant, s'il vous plaît, pour la régulation tout ou rien, on va l'appeler TOR. T-O-R. T pour tout, O pour ou, et R pour rien. TOR. On l'appelle le TOR. D'accord? Alors, s'il vous plaît, avant de passer au deuxième point, à savoir les types de régulation. Est-ce que c'est clair pour ce qu'on vient de faire, s'il vous plaît? Allô? Madame, j'ai pas bien compris. Vous pouvez reprendre. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Madame a dit que la régulation. Écoutez, Mais on va l'expliquer. Avant, il ne faut pas confondre le mode de régulation avec le type de régulation. Parce que là, vous avez deux choses. On a deux modes et deux types.
Il ne faut pas les confondre parce que parfois, souvent, les étudiants confondent le type de régulation avec le mode de régulation. On a le mode, vous avez deux modes, on vient de les voir, d'accord? C'est l'anticipé et la rétroaction. Maintenant, pour le type de régulation, je n'ai pas encore expliqué. J'ai juste dit que vous avez deux types de régulation. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le TOR, T-O-R, en majuscule, des lettres séparées par des points. T-O-R, TOR, c'est pour dire tout ou rien. Et le deuxième type de régulation, c'est la régulation proportionnelle. Dernier point, alors qu'est-ce que je dis? Alors celui qui va dicter le type de régulation, c'est le régulateur. Parce que le rôle du régulateur, quoi? C'est quoi le régulateur? On va dire le régulateur, c'est le cerveau de la boucle de régulation. Pourquoi? Parce que c'est son rôle d'élaborer des algorithmes pour corriger. D'accord. Maintenant, selon ce type de correction, on parle de type de régulation. Est-ce que c'est clair pour le moment? Alors, je vais répéter le dernier point. J'ai dit comme le rôle du régulateur est d'élaborer un algorithme de correction, parce que son rôle, c'est quoi? C'est d'essayer d'éliminer l'erreur. Ça veut dire amener toujours la mesure à la consigne. Alors, selon ce type d'algorithme, d'accord, qui va être élaboré par le régulateur, on va parler de type de régulation. D'accord? Allô? D'accord, madame. Très bien. Et à quelle heure vous avez un cours après, s'il vous plaît? Dites-moi. On a un cours avec toi, on te demande normalement, c'est ça. Pardon, ما سمعتش. Allô? 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 Oui, madame. Oui, madame. À 16 heures, madame. Ah, ça va, vous avez le temps. معليش, au moins واحد يشرب شوية. Bon courage. Alors, Merci, madame. je dis, est-ce que c'est clair jusqu'à présent? On n'a pas commencé les types. Ce qu'il faut retenir jusqu'à présent, c'est que c'est le régulateur qui va dicter le type de régulation. D'accord? C'est tout. Alors, euh, alors, avant de passer, s'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Je vais essayer de vous montrer une vidéo. Essayez de la regarder attentivement. Je ne sais pas si ça marche. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez vu ou pas? Allô? Allô? Oui, madame. Est-ce que vous avez
su décortiquer les choses ou pas? Non, madame. Bon, mais Alice, j'aurais dû vous donner quelques indications avant de vous montrer la vidéo. Alors ça, c'est juste une expérience faite par quelques étudiants. C'est pour vous montrer juste la régulation, là, le contrôle des niveaux. Bien sûr, vous voyez que le remplissage était avec une bouteille d'eau parce que c'est normal, hein, ils n'ont pas le matériel adéquat. Mais juste pour vous montrer le régulateur. Vous avez vu l'appareillage bleu? Allô? Oui, madame. Oui, très bien. Alors, هذاك c'est le régulateur. Alors, si vous avez vraiment vu, parfois, كنتوا تشوفوا بلي كان parfois vidange et parfois remplissage. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait toujours une mesure, d'accord? Quand la mesure correspond à la consigne, il est en pause, d'accord? Dès que la mesure diffère de la consigne, vous avez entendu le cliquement, il se déclenche. Pourquoi? Parce qu'il y a un écart entre la mesure et la consigne. Alors, dans le cas où la mesure est plus faible que la consigne, il faut remplir, d'accord? Pour rajouter, c'est-à-dire un débit d'entrée. Dans le cas inverse, où la mesure est supérieure à la consigne, vous avez vu que c'est écrit déjà vidange, c'est-à-dire on doit vider pour avoir une mesure qui correspond à la consigne. Alors, essayez de voir. Ou là, si vous voulez, je préfère vous l'envoyer, comme ça, tout le monde peut la voir en privé, c'est mieux. D'accord? D'accord, madame. D'accord. Vous voulez que je vous la lance pour que vous essayez de voir? Là, c'est pas la peine. Oui, madame. C'est pas la peine. Allez, je dites. Très bien. Tatiana. Non? Ok, d'accord, mais allez, on va entamer les types de régulation. Alors, on va commencer par le premier type de régulation, ce qu'on appelle le tort. Comme tu fais tout ou rien, mais on l'appelle habituellement tort. T majuscule, point, O majuscule, point, R majuscule. D'accord, monsieur, chaque fois qu'on tout ou rien, on l'appelle le tort. Alors, un régulateur tort est un régulateur qui élabore une action de commande discontinue qui prend deux positions ou deux états, 0 et 1, ou bien 0 et 100%, d'accord? On les appelle on-off control. Alors, dans ce type de régulation, on n'a le droit qu'à deux positions, d'accord? Ça veut dire ou bien c'est ouvert ou bien c'est fermé. Vous n'avez pas d'étape intermédiaire entre l'ouverture et la fermeture. Ça veut dire ou bien c'est complètement ouvert ou bien c'est complètement fermé. Maintenant, c'est 0 ou 1, ou là 0 et 100%, selon les appareillages. D'accord. C'est pour ça qu'on les appelle on-off control. Ça veut dire que c'est ou bien on ou bien off. Il n'y a pas de position intermédiaire entre les deux. Alors, il est avantageux de choisir ce type de régulation pour les systèmes paresseux, notamment ceux qui comportent un chauffage électrique. Alors, dans quel cas on va utiliser ce type de régulation? Il faut savoir que le premier point à retenir, c'est qu'on peut utiliser les régulateurs tort dans le cas où la précision n'est pas vraiment de rigueur. Ça veut dire dans le cas où la précision, ça veut dire la différence entre l'écart et la consigne n'est pas vraiment très très important, ça veut dire le degré de l'erreur n'est pas très très important. Alors on peut utiliser le tort. D'accord. Maintenant, dans le cas où vous avez des systèmes où la précision elle est de rigueur, ça veut dire il est impérativement d'avoir toujours une mesure qui s'approche une mesure qui s'approche de la consigne à des degrés très près. Bien sûr, on ne pourra pas utiliser les régulateurs tort. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils ne possèdent que deux positions. Ça veut dire c'est ou bien ouvert ou bien fermé. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Ça veut dire on ne peut pas balayer toute la zone. Alors, vous voyez sur le graphique, alors vous avez ou bien
le 0 ou bien le 1. Alors, on passe du 0 à 1 ou bien du 0 à 100%. Vous n'avez pas d'étape intermédiaire entre les deux. Alors, on dit qu'on peut les utiliser pour les systèmes paresseux, ça veut dire qui avancent lentement, comme les chauffages électriques, parce qu'on sait quand on chauffe avec une résistance électrique, alors le chauffage se fait lentement. D'accord. On les appelle des systèmes paresseux. Ça veut dire qu'ils réagissent lentement. On peut utiliser le système Thor. Alors, ce système, il a l'avantage d'être économique, très économique par rapport au deuxième type de régulation. Alors, elle est utilisée pour des installations à une grande énergie et n'ayant pas besoin d'une grande précision. J'ai déjà mentionné ça. Il faut retenir ça, s'il vous plaît. C'est que les régulations Thor peuvent être utilisées dans le cas où vous n'avez pas une très, très grande précision demandée. D'accord. J'ai dit, hein, dans les procédés où la précision, elle est de rigueur, ça veut dire qu'il faut une très, très grande précision, on ne pourra pas utiliser le Thor. D'accord. Par exemple, on peut utiliser le Thor dans tout ce qui est contrôle de niveau parfois. Parce que, bon, plus ou moins, bien sûr, on peut accepter certaines erreurs pour le niveau. Ce n'est pas le cas parfois des températures selon le domaine, hein, selon le type de domaine. Même chose pour la pression, d'accord. Généralement, on demande une précision importante pour tout ce qui est pression et température. D'accord. Alors, dans quel cas on peut utiliser? C'est pour le maintien d'une température d'un four. Alors, c'est dans le cas où, bien sûr, on travaille avec des liquides qui ne présentent pas de danger. Alors, on peut accepter une régulation Thor, d'accord, même d'un niveau, je viens de citer. Alors, les systèmes de régulation partout, par tout ou rien, le Thor, ne sont pas adaptés à la régulation fine d'un procédé. Alors, c'est quoi un procédé? La régulation fine, c'est toute régulation qui demande une précision élevée. Ça veut dire l'écart entre la mesure et la consigne doit être faible. D'accord, ça veut dire qu'on tolère une faible marge d'erreur. Alors, est-ce que vous avez des questions pour le premier mode? Pardon, pour le premier type. Allô? Allô? Oui, madame. Allô? Madame. Oui? Parlez doucement, Madame, s'il pour vous plaît. la... J'ai pas entendu, j'ai pas compris. Oui? Madame, vous m'entendez? Allô? Oui? Oui, oui, je vous entends maintenant. Oui? Madame, pour la position 0 ou 100% ou la Allô? 0 et 1? J'ai juste entendu madame, le reste, il n'y avait rien du tout. Oui? Madame, pour la Ça position se 0, coupe, hein? 1 ou la 0, 100%? Oui. Allez-y, mais allez, essayez quand même. Eh? Vous n'avez pas compris la déposition. Oui, madame, j'ai pas compris si c'est Alors, 0, 1 ou parce la que 0. parfois, mais allez, c'est des codes, parce que ça dépend le régulateur. Vous avez parfois des régulateurs analogiques, parfois un régulateur numérique, d'accord. Alors, il y a aussi, il faut comprendre, c'est que vous avez deux positions. Alors, si je prends un exemple très simple, là, on a un robinet, d'accord. On l'ouvre et on le ferme, d'accord. On peut pas, parfois, on peut, pour la position, je vais mettre juste la position. Alors, oui, il faut retenir, s'il vous plaît. Alors, c'est que le régulateur n'a que deux positions. Alors, ça veut dire il est en marche ou bien il est en arrêt. Il n'y a pas un réglage intermédiaire entre l'ouvert et le fermé. D'accord. Ça veut dire ou bien il est complètement ouvert ou bien il est complètement fermé. Il n'y a pas un pourcentage d'ouverture ou là.
D'accord. C'est le deuxième type. C'est proportionnel. Ça veut dire on peut balayer toute la zone. Là, s'il vous plaît, comme sur le schéma, on peut avoir ou bien 0 ou bien 1. Le 1, ça correspond à 100%. Là, ça correspond à ouvert. 0, ça correspond à fermé. D'accord. Ça veut dire ou bien il est dans cette position, ou bien il est ouvert, il est fermé, ou bien il est complètement ouvert. Entre 0 et 1, il n'y a rien du tout. D'accord. Allô? 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 D'accord, madame, Allô? merci. Allô? Madame, Allô? madame, nous, on vous entend très bien. Allô? Oui, madame. De toute façon, معليش tu vas essayer de prendre هكا le maximum باش إلى oui. Allô? ولا اشرح لي البارتاج. Oui, oui. Pardon. Oui, oui. Allô? Madame, c'est après. Allô? Madame. Allô? Je vous entends pas. Écoutez, je préfère couper ونعاودو. Peut-être que ça va marcher. Non? D'accord. D'accord, madame. Poser la question concernant les positions. Allô? Oui? Allô? 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 Oui, madame. Très bien. Alors, on a juste un exemple. Vous l'avez bien sûr le polycope. Le polycope, c'est l'exemple d'une régulation tort, tout ou rien. C'est le maintien des niveaux constants dans une cuve. Alors ici, s'il vous plaît, vous avez une cuve, un débit d'entrée et un débit de sortie, d'accord, un débit d'alimentation et un débit de soutirage. Vous avez une consigne, un niveau à respecter, d'accord. Et ici, s'il vous plaît, vous voyez que vous avez un niveau bas et un niveau. Ça veut dire on a défini les deux barrières. Parce que dans le cas où on va utiliser une régulation tort, alors comme on n'a que deux positions, ça veut dire ouvert ou bien fermé, alors si on veut avoir une valeur de consigne, alors ça serait difficile de respecter. Pourquoi? Parce que vous allez solliciter votre organe de réglage très souvent. Dès que vous avez une variation de niveau qui diffère de la consigne, il va s'ouvrir, se fermer, ouvrir. Ça va être alors pénible pour l'élément de réglage. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'il est impératif de définir pour la régulation tort, il est impératif de définir, voyez, niveau minimum et niveau supérieur. Ça veut dire, la consigne, là voilà, elle est au milieu, ça veut dire, on va faire un intervalle plus ou moins. Par exemple, là, je donne un exemple. Alors, si le niveau qu'on doit respecter, on va dire, est de pratiquement 2 mètres, alors je ne peux pas garder que 2 mètres. Sinon, j'ai dit, vous allez très rapidement abîmer votre organe de réglage. Pourquoi? Elle va être sollicitée en permanence. N'oubliez pas que vous n'avez pas d'étape intermédiaire entre l'ouverture et la fermeture. Alors, c'est pour ça qu'il est impératif, il est judicieux de définir une consigne haute et une consigne basse. D'accord? En quelque sorte, un intervalle qui va contenir la consigne. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit on peut utiliser la régulation tort que dans les cas où la précision n'est pas très très importante. Pourquoi? Parce que vous serez obligé de définir une plage, un intervalle. D'accord? Et dans le cas où vous avez une régulation fine, ça veut dire la précision, elle est très très importante, on ne pourra pas définir un intervalle. On doit se contenter de la valeur de la consigne. Est-ce que c'est clair?
C'est la chose qu'il faut retenir. D'accord? Allô? 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 Oui, madame, on vous entend. Allô? Oui? Est-ce que vous avez entendu madame. l'explication? Parce que, Hnaya, On vous je entend. préfère utiliser le schéma. Oui? Madame, vous pouvez remettre l'explication, s'il vous plaît. معليش نعاودها. Je vais parler doucement, je vais répéter 2 fois les mots pour que vous puissiez vous. Je vais répéter. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Alors, vous avez un bac de stockage. D'accord? Le but ici, la régulation, c'est quoi? C'est le contrôle des niveaux. D'accord? On doit respecter une certaine consigne. Là, voilà. Ah, d'accord? On va avoir cette consigne-là. Alors, vous avez toujours un débit d'alimentation ou bien un débit d'entrée et vous avez un débit de sortie ou bien un débit de soutirage. D'accord? Et vous voulez toujours maintenir le niveau à une valeur bien fixe qui est la consigne. Là, voilà, par exemple, dans ce schéma-là, voilà la consigne. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Essayez d'être attentif, ce n'est pas compliqué à comprendre. Comme le régulateur ne possède que 2 positions, il est ou bien ouvert ou bien il est fermé, d'accord, c'est-à-dire complètement ouvert ou bien complètement fermé. Dès que vous avez une mesure qui ne correspond pas à la consigne, vous allez solliciter votre organe de réglage. Ça veut dire on va ouvrir. Après, on a un décalage, on va fermer, puis on va ouvrir, fermer. Pourquoi? Parce que vous n'avez que 2 positions. Dès qu'il y a un écart entre la consigne et la mesure, vous allez solliciter votre organe de réglage. Ça veut dire vous allez abîmer très rapidement votre boucle de régulation et ce n'est pas le but. Hein? D'accord. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, dans ce cas-là, il est indispensable de définir une consigne haute et une consigne basse. D'accord. J'ai dit, alors voilà la consigne, ce qu'on veut avoir réellement. Voilà, vous voyez avec le noir. C'est la consigne, c'est ce que je veux avoir. C'est ce niveau que je veux maintenir. Mais comme je vais utiliser un système TOR, alors je dois définir une consigne basse et une consigne haute. Pourquoi? Pour optimiser l'utilisation de la boucle de régulation. Dans le cas contraire, vous allez solliciter en permanence votre boucle de régulation, chose qui va l'abîmer très rapidement. Et ce n'est pas le but. Hein? D'accord. C'est pour ça que je dis qu'il faut définir une consigne basse et une consigne basse, pardon, une consigne haute. Alors, je reviens au deuxième point. Alors, c'est pour ça qu'on a dit dans la régulation fine, c'est quoi une régulation fine? C'est la régulation qui nécessite une précision importante. On ne pourra pas définir une consigne haute et une consigne basse parce que si j'ai une régulation fine, il faudrait que j'ai toujours pratiquement la valeur de la consigne. D'accord? Il ne faut pas que je m'éloigne de la consigne. Alors, je ne pourrai pas définir une consigne haute et une consigne basse. D'accord? C'est pour ça qu'on peut utiliser le TOR que dans les systèmes paresseux, d'accord, qui sont une inertie lente. Et de plus, la précision, elle n'est pas très importante. D'accord? On a une précision, mais elle n'est pas vraiment importante. Est-ce que c'est clair? Allô, allô? Allô? Ne me dites pas que j'étais en train de parler toute seule. Allô? Allô? Oui, madame. Est-ce que vous avez entendu? Oui. Parce que sinon, je vais me considérer comme folle là. Très bien. Alors, pour passer à autre chose, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, pour la régulation TOR, généralement, on définit une consigne haute et une consigne basse. Pourquoi? C'est pour minimiser la sollicitation de la boucle de régulation. Dans le cas contraire, où vous n'allez pas définir une consigne haute et une consigne basse, vous allez solliciter en permanence la boucle de régulation. Elle va se fermer, ouvrir en permanence
Pourquoi? Parce que vous aurez toujours une différence de la consigne. Mais par contre, quand on va élargir l'intervalle, on va moins solliciter la boucle de régulation en maintenant un niveau plus ou moins acceptable. D'accord? Et bien sûr, pour les détails, s'il vous plaît, regardez le schéma TI que j'ai rajouté en fin de cours. D'accord? Naya, bien sûr, s'il vous plaît. Alors, pour plus de détails, vous pouvez lire ça. Vous avez ça sur le Polycope. D'accord? Et on peut passer à la régulation proportionnelle. Alors, dites-moi, est-ce que vous arrivez à m'entendre clairement? Oui, madame. Bien? On vous entend bien. Très bien. Alors, du cas, on passe à la régulation proportionnelle ou bien le régulateur proportionnel. Alors, bien sûr, automatiquement, c'est l'inverse du premier type de régulation. Le c'était quoi? On a c'était tort. Tout, il est ou bien complètement fermé ou bien complètement ouvert. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. OK. Maintenant, c'est l'inverse. La régulation proportionnelle, comme son nom l'indique, c'est proportionnel. Alors, dans la régulation par tout ou rien, alors une correction est appliquée à la suite d'un signal d'erreur. Évidemment, il serait avantageux que le signal de régulation soit proportionnel à l'amplitude de l'erreur. Alors, je vais résumer. Alors, idéalement, quand on fait un système de contrôle, alors idéalement, qu'est-ce qu'on veut avoir? On veut avoir toujours un signal de correction qui suit l'erreur. D'accord? Si l'erreur augmente, alors le signal de correction va corriger en amenant la mesure à la consigne. Même chose si vous avez des valeurs inférieures à la consigne. D'accord? On va utiliser la grandeur réglante. Alors, idéalement, on aimerait avoir un système qui va suivre toujours l'erreur. Hein? Les variations d'erreur, quand on dit qu'il va la suivre, ça veut dire qu'il va essayer de l'éliminer. Éliminer l'écart qui va exister entre la mesure et la consigne. Alors, cette proportionnalité est le principe de la régulation proportionnelle, laquelle est le type de régulation le plus utilisé par rapport au tort. Alors, un régulateur à action proportionnelle a un signal de sortie qui est proportionnel à l'écart. Alors, c'est quoi un régulateur maintenant proportionnel? C'est un régulateur qui peut être utilisé d'une manière proportionnelle. Si je reprends le schéma tort, alors vous rappelez, ou bien 0 ou bien 1. Entre les deux, vous n'avez rien du tout. Dans la régulation proportionnelle, alors on peut balayer toute la zone de fermé à ouvert. On passe par toutes les phases qui se trouvent entre l'ouvert, le complètement ouvert et complètement fermé. D'accord? Je reprends. Alors, le régulateur à action proportionnelle, un signal de sortie qui est proportionnel à l'écart qui existe entre la consigne et la mesure. Ça veut dire quoi? Le régulateur proportionnel va toujours suivre la différence entre l'erreur et la consigne, la mesure et la consigne. Alors, pour tout ce qui est un coefficient, je préfère le laisser. Sinon, ça va vous encombrer. Moi, le but pour aujourd'hui, c'est de faire la différence entre la régulation proportionnelle et la régulation tort. Alors, vous vous rappelez pour tort, on a dit, on a ou bien un système, ou bien un élément de réglage, ou bien ouvert, ou bien fermé. Vous n'avez pas de position intermédiaire. Dans la régulation proportionnelle, heureusement, on possède cette proportionnalité. Ça veut dire on peut ouvrir, par exemple, à 10%, à 25%, à 50%. D'accord, c'est pas comme c'est pas comme le tort. Comme 0 ou bien 100%, 0 ou bien 1, on ou bien off. Non. Dans le proportionnel, vous avez des étapes intermédiaires. Ça veut dire que vous pouvez balayer toute la zone de 0 à 100%. D'accord. Vous pouvez ouvrir à 80%, à 90%, à 95%. Et c'est pour ça que
qu'elle est meilleure. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une bonne précision avec la régulation proportionnelle. D'accord. Pour le reste, on le verra la prochaine fois. Je préfère que vous consolidez déjà les deux notions qu'on vient de voir, à savoir le mode de régulation, les deux modes de régulation et les deux types de régulation. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Allô? 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 madame. On vous Couteau entend, out. madame. Ah, très bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez en moins, parce que blar, c'est des notions normalement pratiques, d'accord, c'est pas évident de les faire comme ça, mais bon, mais allez. Est-ce que c'est clair pour la régulation proportionnelle? Alors, s'il vous plaît, pas le schéma, euh, juste s'il vous plaît, pour vous montrer la différence entre les deux systèmes. Alors, s'il vous plaît, عندكم في البوليكوب, c'est pour ça que sur le polycope, j'ai mis l'explication. Essayez de le lire pour voir déjà la différence entre le tort et le proportionnel. Alors, si vous arrivez à voir, on a le même système, hein, toujours une cuve. Et vous voulez avoir, on veut avoir un niveau bien défini, d'accord, une consigne. Alors, avec ce système, on peut voir qu'on a un système qui va suivre l'erreur. Par exemple, alors si je définis la consigne comme étant là, dès que le débit de soutirage est plus élevé, ça veut dire qu'on va avoir un niveau qui baisse, on va avoir une valeur moins importante que la consigne. Il faut amener un débit d'entrée ou un débit d'alimentation plus important. Alors, on a le système, c'est comme ça vous rappelle rien du tout, c'est le même système qu'on utilise dans les citernes, le flotteur, pour mesurer le niveau. C'est une régulation proportionnelle. Pourquoi? Parce que ici, le flotteur, il va suivre en permanence le niveau, d'accord, le niveau de remplissage et il va envoyer l'information au pivot pour ouvrir ou bien pour fermer l'arrivée, maintenant à l'alimentation. Oui ou non? Allô? 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 Iba? On vous entend, madame. Ah, très bien. Alors, Naya, comme ça vous rappelle normalement le système de remplissage des citernes, le flotteur avec le pivot. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Vous voyez que le flotteur, il va à chaque fois suivre le niveau, oui ou non? Alors, si le niveau baisse, le flotteur va descendre. D'accord. Si, par exemple, on a une alimentation très, très importante, le flotteur va toujours flotter au-dessus du niveau. Ça veut dire il va à chaque fois, ça veut dire le flotteur, c'est quoi? C'est l'instrument de mesure dans ce cas-là. Le flotteur va être toujours proportionnel à la mesure. Il va la suivre en permanence et vous voyez qu'il va envoyer l'ordre au pivot pour qu'il ferme l'arrivée dans le cas où le niveau est important ou bien ouvrir parce que quand le flotteur va baisser automatiquement, le pivot va s'ouvrir, d'accord, pour avoir une alimentation. La vanne va la pousser pour alimenter, d'accord. C'est une régulation proportionnelle. Ça veut dire on peut suivre en proportionnel. D'accord. On n'a pas que de position. Il va suivre le changement de niveau en permanence. D'accord. Alors, s'il vous plaît, je voulais vous montrer juste une seconde.
Alors, 2 secondes là. Alors, s'il vous plaît, vous avez le nouveau fichier. Oui, madame. Allô? Très bien. Alors, j'espère que, parce que la prochaine fois, on va revenir sur la régulation proportionnelle, d'accord? Mais avant juste de finir, je voulais vous parler un petit peu sur le support que j'ai envoyé en fin de cours. Normalement, c'est des choses que vous avez vues en, vous avez vu en cours d'instrumentation et capteur. Comme je sais que c'est pas évident parce que c'est pas dans le programme malheureusement, alors que c'est des choses indispensables pour améliorer la lecture, du moins pour maîtriser la lecture de la boucle de régulation. D'accord. Alors, s'il vous plaît, vous arrivez à voir le document. Maintenant, oui, madame. Oui, madame. Allô? Oui, Très bien. madame. Alors, je vais aller directement parce que Hadaya, quand Madame, on va pas faire tes Hein? Parce que c'est simple, là, je vais vous donner quelques indications. parce que انا قريب 2 نعم. heures. ما نديرو كده parce que قاعد نحكوا Alors, qu'importe, c'est pas important. Deux heures. Alors là, je vais vous guider. de cours. Aïto. Allô? Oui, Dites-moi, madame, vous êtes fatiguée. on a eu cours le matin et on a cours juste après. Allô? Madame, on est devant les Dites-moi. D'accord, vous voulez qu'on arrête? معليش dites-moi ما تخليش تهضروا بيناتكم. معليش dites-moi, je ne peux pas savoir. معليش قولوا لي normal, il n'y a pas de souci. Alors, là, je vais vous demander de lire هذا كي تكونوا à l'aise le schéma TI. D'accord, هذا c'est simple. Hein? Comme tu vois, c'est des lettres, il faut les connaître tout simplement. باش تقدروا تقراو après les boucles de régulation. Si vous voulez que je vous l'explique brièvement, sinon si vous voulez que j'arrête parce que déjà on a pris le cours. Allô? Oui, madame. Allô? On est fatigué. Allô? Depuis 11 heures, on a... واش حبيتوا؟ على prochaine séance, c'est mieux, madame. Oui, je comprends tout à fait, mais معليش خلاص معليش sur ce معليش. Merci beaucoup, madame. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez décidé? معليش نحبسوا هنا باش تاخذوا une pause. Oui, madame, on a... Oui, madame. Qu'est-ce que vous voulez? معليش ملا. OK, ملا, on se voit mercredi prochain inchallah. Inch'Allah, merci. S'il vous plaît. Inch'Allah, madame. نسحبك ماشي à 9h كيما اليوم. قولوا. احنا لا مدام كيما اليوم. OK, d'accord, alors très bien. OK, ملا صحتكم. Merci, madame. Bon courage pour la suite. Madame, الله يسلمك. merci. زادا.